Avec le temps, les modèles de l'évaluation évoluent. Les modèles de l'évaluation, on l'a vu, évoluent au gré des résistances et des limites observées et en suivant les évolutions de la société. Le modèle de l'évaluation comme mesure a été fréquemment revisité. Les modèles qui ont émergé n'excluent en effet pas pour autant la mesure, c'est pour ça que je parle de revisiter, mais on observe des changements de perspective. On note le regard porté sur les dimensions métacognitives, sociales, affectives, qui appellent des modèles autres que la mesure. Je propose donc dans ce qui suit de faire un petit repérage de quelques modèles emblématiques bien connus. Prenons comme exemple l'évaluation par objectif. L'évaluation par objectif et la pédagogie par objectif a marqué les années 70, notamment dans la formation des adultes. D'une centration sur les contenus, on est passé à une centration sur l'apprenant. On définit pour l'apprenant des objectifs, une finalité. L'évaluation va être donnée à intervalles fréquents et après de petites unités de matière étudiée. Les tests sont là pour mesurer la maîtrise des objectifs du cours. Et quand on est dans ce modèle, l'apprentissage apparaît comme une trajectoire avec une planification, avec des mesures et des ajustements. Dans l'évaluation par objectif, la difficulté, c'est d'arriver à une classification de ces objectifs. L'évaluation par objectif nécessite d'identifier des objectifs clairs. Différentes classifications ont été proposées. On parle de taxonomie aussi. Ces taxonomies vont être organisées selon les domaines, objectifs qui peuvent être cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs, ou alors selon les degrés de difficulté, du plus simple au plus complexe. On connaît des taxonomies assez connues. Celle des objectifs cognitifs de Benjamin Bloom, ou encore la taxonomie des objectifs socio-affectifs de Krathwohl, taxonomie aussi des objectifs sensorimoteurs de Harrow. L'utilisation de la taxonomie peut aussi servir comme grille d'évaluation ou comme instrument exploratoire. Un exemple de mise en application de la pédagogie et de l'évaluation par objectif est l'enseignement programmé avec Skinner, avec ces fameuses boîtes pour apprendre et pour enseigner. On connaît aussi la pédagogie différenciée et les parcours individuels. On connaît à côté donc, de l'enseignement programmé linéaire avec Skinner, l'enseignement ramifié de Crowder. On peut aussi citer l'apprentissage adaptatif, avec une adaptation au niveau de compréhension de l'apprenant. Et enfin, comme outil, on peut citer les grilles d'évaluation, les listings d'objectifs. L'évaluation par objectif est associée, vous l'avez deviné, à la pédagogie par objectif. L'évaluation comporte plusieurs fonctions dans ce modèle. Il y a tout d'abord l'évaluation normative par rapport à ses pairs ou à une norme extérieure. Il y a ensuite l'évaluation formative par rapport à l'apprenant lui-même et par rapport aux objectifs qui lui ont été proposés. Il y a enfin l'évaluation sommative comme évaluation finale. Le modèle de l'évaluation par objectif connaît un certain nombre de limites. On reproche un manque d'initiative des apprenants. On dit aussi qu'il n'y a pas la place pour l'imprévu. Il y a en fait une volonté de réduction de l'incertitude dans ce modèle. On reproche aussi la rationalisation de la formation. C'est un modèle qui est unificateur, qui est évidemment unificateur parce qu'il est à la recherche de plus d'objectivité. Et enfin, on reproche à ce modèle un manque de vision globale de l'apprentissage. Un modèle proche de l'évaluation par objectif est le modèle de l'évaluation formative. Dans les années 70, est également introduit l'idée d'une évaluation formative au sujet des apprentissages des élèves, loin de l'idée de la mesure. L'évaluation sera considérée comme une activité sociale en contexte, que l'on ne peut évidemment pas simplement appréhender par une évaluation mesure. On insiste à ce moment-là sur la différence entre l'évaluation sommative et l'évaluation formative. Quelles sont les différences entre l'évaluation sommative et l'évaluation formative? D'un côté évaluation sommative, on a une évaluation qui sert à certifier un produit fini. Cette évaluation va apparaître après la séquence d'apprentissage et l'évaluation doit faire la somme des acquisitions réalisées pendant l'apprentissage. Il s'agit d'un contrôle, d'un bilan. Côté évaluation formative, on a une évaluation
qui ne va pas forcément évaluer un produit fini, mais qui vise à fournir des données permettant des adaptations successives du programme de formation durant les phases de conception et d'évaluation. Au lieu d'avoir lieu à la fin des apprentissages, l'évaluation formative a lieu pendant la séquence d'apprentissage et il s'agit d'une évaluation évidemment qui intervient régulièrement comme une activité centrale de l'enseignement. Cette évaluation s'intéresse enfin aux démarches et non pas aux produits, aux démarches de l'apprenant pendant l'apprentissage. On peut citer d'autres caractéristiques d'un dispositif d'évaluation formative, notamment l'introduction de la régulation, le feedback ou rétroaction. La régulation comme adaptation de l'action pédagogique, la régulation comme réajustement, remédiation, la régulation aussi de conformité à un programme. Le modèle de l'évaluation formative connaît aussi ses limites. En effet, l'idée de devoir gérer une hétérogénéité des démarches demande une instrumentation très lourde qui fait reculer beaucoup d'enseignants. L'évaluation formative est aussi vue comme une évaluation de gestionnaire, celui qui veut maîtriser la situation et qui doit faire en sorte que la plupart des élèves maîtrisent des objectifs pédagogiques prédéfinis. Un dernier modèle que je présenterai dans cette deuxième séquence est le modèle de l'évaluation située. Il s'agit d'un modèle plus ouvert, encore largement en cours d'émergence et d'écriture. Son potentiel d'enrichissement grâce à l'introduction du numérique me semble pourtant important. Dans ce modèle de l'évaluation située, on cherche à tenir compte de la nature située des situations d'évaluation. Les caractéristiques de ce modèle sont tout d'abord qu'évaluer signifie rendre intelligibles des situations, installer un débat de valeur, faire l'examen critique de l'activité. Il ouvre aux dimensions sociales et collaboratives de l'activité évaluative. Il s'intéresse aussi au sens que les sujets donnent à ce qu'ils font. L'accompagnement dans ce modèle de l'évaluation située est très important. Il dynamise la situation d'évaluation. On évalue des processus et des dynamiques. Ce modèle est aussi important dans le champ de la réflexivité sur ces pratiques, de la métacognition, particulièrement important dans la validation des acquis de l'expérience et pour l'analyse des pratiques professionnelles. Ce modèle de l'évaluation située montre l'importance d'un élargissement des dimensions de l'évaluation. Il montre l'importance de réfléchir sur quelles situations d'évaluation peuvent accompagner les innovations pédagogiques tant recherchées. On voit aussi la nécessité de croiser tout résultat quantitatif avec d'autres sources d'informations qui seront plus contextualisées. Il y a tout l'intérêt de la multiréférentialité des outils d'évaluation et de mesure. L'évaluation située demande une plus grande flexibilité et une plus grande adaptabilité aussi de la démarche évaluative. Ce modèle s'intéresse à une diversité de situations et à la diversité dans les situations, y compris dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Ces outils, ces instruments avec le numérique seront par exemple le portfolio ou encore les cartes heuristiques, qu'on appellera aussi cartes conceptuelles ou toiles d'idées. Le modèle de l'évaluation située pourra utilement profiter aussi d'environnements numériques pour l'apprentissage, qui inclut forums, wiki, analyse de traces de l'activité.